Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Cette chaîne, la vôtre, le livre et la plume, vous a promis à sa naissance d'être spécifique, tant par ses principes moraux, dont notamment la sincérité de son discours et la fidélité de ses informations, autant que la profondeur de ses analyses à travers l'argumentation et la démonstration. Rien n'a changé dans cet engagement fondamental depuis le démarrage de nos activités en juin 2020. Vous pourriez revenir sur la bande-annonce. C'est alors dans cet esprit que je vous parle aujourd'hui, en guise d'une mise au point particulière, dans une série hors série que représente une lettre ouverte à Éric Zemmour, dont vous avez vu jusqu'ici les 4 premières parties, et certains d'entre vous, dirais-je même tous ceux qui m'écoutent parmi les abonnés ou les intéressés par cette lettre ouverte inédite, auraient constaté le retard enregistré dans l'émission de la 5e partie. Et c'est de cela, ou pour cela, que je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous pour vous dire que la 5e partie, soit la prochaine vidéo, ne sera pas comme les précédentes, bien que censée être également au même niveau d'analyse et à la même qualité de composition. Elle sera en effet spécifique sous 2 angles d'approche. Primo, parce qu'elle abordera le problème identitaire chez Éric Zemmour, dont les prénoms des Français constituent les premières conditions de francité, tant en termes de nationalité qu'en matière d'assimilation. Assimilation à la culture française, à la civilisation française, selon sa propre conception, n'appartenant qu'à lui, Éric Zemmour, et très discutable d'ailleurs, sauf pour ses partisans ou ses fans, bien entendu. Secondo, parce que la prochaine vidéo démontrera globalement l'incohérence intellectuelle, non seulement d'Éric Zemmour sur sa théorie des prénoms français, mais les contradictions intrinsèques de la liste des prénoms sur laquelle se fonde sa vision, ce qui le ridiculisera davantage, en réduisant son honnêteté et sa transparence, le rendant encore moins crédible et moins audible chez les gens impartiaux, objectifs. Que de fois l'avait-on déconseillé de faire de l'histoire des prénoms une base de départ, une planche de plongeoir pour sa campagne, comme par exemple dans l'émission On est en direct de Laurent Ruquier sur France 2. On était d'ailleurs le 11 septembre 2001. Ce qui me déçoit, c'est qu'à un moment, effectivement, et je l'ai encore vu à plusieurs reprises à ce moment-là, vous dérapez, et je pense que ce n'est pas une bonne manière de commencer une campagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voudrais revenir brièvement sur l'histoire des prénoms. Je trouve que c'est dommage de commencer une campagne de cette manière-là en vous prenant les pieds dans le tapis parce que cette histoire de prénom ne passe pas. Parce que cette histoire de prénom ne passe pas. Parce que cette histoire de prénom ne passe pas. Toutefois, il se montra sourd à tous les conseils, indifférent à tous les avertissements, en s'en moquant totalement. Mais l'on a vu ce qu'il en a récolté le 24 avril dernier, par une cuisante défaite à l'élection présidentielle, alors qu'il jurait d'être soit président de la République, soit le chef de l'opposition. Et, rappelons-le, il ne fut ni l'un ni l'autre, mais acculé à la 4e position de classement, bien loin de Marie Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, son adversaire politique juré. Pour revenir à cette 5e partie de ma lettre ouverte, dont la thématique déjà arrêtée portera sur la question des prénoms, obsession et délire d'Éric Zemmour, même dans l'absurdité. Et je me suis heurté à ce propos à une singularité de vocabulaire dans une discussion opposant Éric Zemmour et une personne particulièrement concernée par le problème des prénoms. Une personne de nationalité française dont vous découvrirez l'identité dans la prochaine vidéo. Ne sachant pas s'il s'agissait d'un lapsus, d'un quiproquo ou d'une erreur d'inadvertance de la part de son interlocuteur, je me suis trouvé dans l'obligation de suspendre la vidéo en question, soit la 5e partie, et d'engager une enquête pour connaître la vérité, la réalité. Car cette singularité, dans un sens ou dans l'autre, mettra immanquablement M. Éric Zemmour dans une situation critique de porte-à-faux, de contradiction, pour ne pas citer des qualificatifs ou des termes allant de l'hypocrisie à l'absurdité en passant par la violation flagrante de sa propre conviction sur la problématique de l'assimilation
à l'égard de ses concitoyens issus de l'immigration, comme lui d'ailleurs. Mais le résultat de l'enquête que j'ai sollicitée auprès de l'entourage direct de l'interlocuteur ou l'interlocutrice d'Éric Zemmour, par l'intermédiaire d'un ami et correspondant de la chaîne Le Livre et la Plume, pourrait très probablement nous révéler tant de surprises auxquelles je ne m'attendais pas, ou bien peut-être bien au-dessus de mes attentes, ou de mes prévisions, ou de mes suppositions. Et je vous promets que, dans tous les cas, Éric Zemmour en sortira si réduit, et l'on remarquera combien sera-t-il découvert de son masque idéologique de façade, sous ses apparences trompeuses d'un prêcheur de valeurs républicaines et de critères de citoyenneté inventés, et qu'il est le premier à transgresser effrontément, sans sourciller, sans vergogne, sans scrupule. On le verra. Alors, saisissant cette occasion d'entre deux épisodes de ma lettre ouverte, laissez-moi vous dire, mais avec des futures preuves à dérouler, comme d'habitude, qu'Éric Zemmour, vivant dans une France glamour, ne semble pas en avoir l'amour. Oui, cet homme est dangereux, 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 dangereux. Et nul mieux que Jean-Luc Mélenchon ne saura expliquer les raisons de sa dangerosité, en lui disant les 4 vérités. Écoutons-le. Mais moi, je vais dire les choses comme je les pense. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France. Vous êtes un raciste. Vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe. Vous avez, oui, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qui n'est pas capable de formuler des abstractions. Et voilà donc pourquoi, oui, cet homme est dangereux, 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 dangereux. D'ailleurs, il semblerait, selon certains renseignements recueillis dans le cadre de notre recherche biographique sur Éric Zemmour, que s'agissant de ses loisirs d'adolescent, il adorait les films policiers et les longs métrages d'action, et que parmi ses acteurs français préférés, Eddie Constantine venait justement en tête de liste. Et c'est alors que, moi aussi, étant de sa génération, je reconnais avoir été parmi les fans de cet acteur français, en me rappelant avoir vu et revu son film culte intitulé « Cet homme est dangereux, dangereux, dangereux. Donc, je vous présente une séquence qui contiendrait quelque chose que l'on pourrait bien assimiler aux liaisons dangereuses, mais intimement harmonieuses, entendant idéologiquement, qui semblait lier Marine Le Pen et Éric Zemmour avant la rébellion politique de ce dernier à la faveur de son parti Reconquête. Maman m'a dit qu'il faut se méfier du numéro 13. C'est plus prudent, il y a tellement de choses dans un sac de femme. Alors raconte. Mais on s'est déjà vu, nous deux, chez le couturier. Tu étais à côté de Miranda. T'as perdu ta langue, hein? Et alors, tu crois que tu me fais peur? J'en ai reçu d'autres, tu sais, ça m'a jamais tourné la tête. Je te considère comme le premier ministre du roi des gens foutres, et je te le dis à domicile. Ton prénom, tu l'auras, et c'est moi qui me charge de l'expédition, sans intermédiaire. Mais la différence est énorme entre les deux hommes, car le danger que représentait hier Eddie Constantine à travers son film « Cet homme est dangereux » était un danger cinématographique de fiction, destiné à divertir les Français, tandis que le danger que représente aujourd'hui Éric Zemmour à travers son parti Reconquête est un danger idéologique réel destiné à diviser les Français. Du reste, dans la réalité ou sous le factuel d'aujourd'hui, Éric Zemmour montre encore aux Français des signes manifestes d'une passion remontant des profondeurs qu'il nourrissait pour Eddie Constantine, tant par le gestuel que dans le domaine vestimentaire. Et dans son imitation d'Eddie Constantine, vient un élément vestimentaire incontournable. Le chapeau, sous toutes ses formes et modèles. Regardez les deux hommes et comparez-les par exemple à travers les images suivantes, sans commentaire oral de notre part.
de plus éloquent comme geste d'imitation pour exprimer une admiration à celui qui a su incarner si bien le rôle d'un homme dangereux dans un film titré « Cet homme est dangereux ». Et pour revenir à la réalité politique, à partir d'une fiction de cinéma, mais sans non plus contredire une citation attribuée à Jean-Paul Belmondo, à savoir « La vie politique est un long métrage cinématographique dont nul acteur, y compris le héros, ne pourrait prédire la fin avant d'y arriver. » Fin de citation. En fait, une pensée que je trouve personnellement tellement raisonnable chez Jean-Paul Belmondo avec ses films d'aventure, si audacieux en action, souvent dans la violence, le défi et le suspense à couper le souffle. Même si Eddie Constantine n'était pas moins entreprenant dans le fond, mais beaucoup moins actif. Et peut-être moins provocateur que son concitoyen Belmondo. Mais dans la vie réelle, sur le terrain de la politique, Zemmour n'est pas comparable, ni à Jean-Paul Belmondo, ni à Eddie Constantine, dont il était un fan. Car encore une fois, Cet homme est dangereux, 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 dangereux. même sans avoir été élu président de la République, et même si demain, étrangement et peu probablement, il n'était pas élu dans son propre arrondissement, dans son département ou sa région, comme président du conseil municipal, comme maire de sa ville ou comme parlementaire à l'Assemblée nationale. Cet homme est dangereux, 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 dangereux. Parce que même s'il retournait, hypothèse bien improbable, à son métier de journaliste, il continuera plus que jamais à diffuser ses idées racistes, xénophobes et islamophobes à travers la presse classique ou électronique, d'où sa dangerosité en conséquence. Cet homme est dangereux, 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 dangereux. C'est ce que je voudrais rappeler aux esprits comme intermède entre deux épisodes, deux parties de cette lettre ouverte. Intermède dans lequel je m'adresse à vous exceptionnellement, en attendant de reprendre prochainement ma lettre ouverte à Éric Zemmour. Et pour vous dire quoi? Eh bien pour vous dire que Cet homme est dangereux, 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 dangereux. parce qu'il est islamophobe et anti-islamique, tout en ignorant l'islam, et condamné par la justice française pour son islamophobie, n'ayant sur sa langue pour critiquer ou dénigrer que les mots islam, Coran, Mohammed ou son synonyme Mustapha, que la paix soit sur lui, chaque fois qu'il parle de ce qu'il appelle le grand remplacement, ou encore d'assimilation, de laïcité, d'immigration ou de choc des civilisations. Cet homme est dangereux, 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 dangereux. Car, en effet, rien qui puisse le dissuader de faire l'affront aux musulmans, donc à l'islam, au Coran et au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et parfois même à l'égard de Dieu Allah. En ayant une opinion singulière et particulière de l'islam, soit une vision biaisée et erronée sur sa philosophie, ses valeurs, son histoire et ses préceptes pour l'humanité. Voici un extrait de sa pensée en la matière. On a les Arabes qui déferlent sur l'Empire d'Orient, qui prennent l'Empire d'Orient très vite, beaucoup plus vite, mais qui imposent l'arabe, le Coran et Allah. Qui imposent l'arabe, le Coran et Allah. Qui imposent l'arabe, le Coran et Allah. Quel mensonge, quelle fausseté contre l'islam. L'on dirait un érudit de l'islam qui parle, ou le cheikh d'El Azhar qui émet une fatwa ou un avis consultatif sur la mission de l'islam, sur l'appel à Dieu. Alors qu'un élève musulman débutant comprendrait que cet Éric Zemmour n'a jamais ouvert le Coran pour en lire un seul verset, ne serait-ce que par curiosité scientifique ou par motivation intellectuelle. Il n'a très probablement jamais entendu le verset coranique suivant, ou l'aurait-il entendu mais en voulant l'ignorer totalement. Il s'agit du verset 29 de la sourate 18, El-Kahf, qui dit « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ » صدق الله العظيم. Et dis, ô Mohammed, dis-leur, la vérité, c'est-à-dire le Coran, vient de votre Seigneur. Et celui qui veut croire en lui, qu'il croit, et qui veut le renier, qu'il le renie.
d'où la liberté de culte, de conscience. J'y reviendrai en détail dans une vidéo à part. Cet homme est dangereux, 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 dangereux. Non seulement pour la France, mais aussi pour des États et des peuples amis de la France, dont le Maroc. Le Maroc qui n'a pas du tout épargné par ses offenses, ses absurdités et ses grossièretés. Il osera même toucher 2 de ses souverains, feu Sa Majesté Hassan II et son actuel successeur, Sa Majesté Mohamed VI, sans pour autant disposer d'arguments justifiant authentiquement son impolitesse, voire ses critiques et son arrogance. Une hostilité anti-monarchique qui s'explique d'ailleurs facilement, puisqu'au Maroc, le roi, chef de l'État, est aussi le commandeur des croyants, donc défenseur de l'islam, la bête noire et le cauchemar d'Éric Zemmour. J'en parlerai, bien entendu, dans une prochaine vidéo, à la 5e partie, si Dieu le veut, je l'espère.